France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour cette nouvelle semaine et en ce lundi 12 décembre. C'est parti pour votre grand forum qui vous emmènera tranquillement jusqu'à 18h30. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Et pour débattre avec nous, vous allez pouvoir ainsi nous appeler au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Tout à l'heure, nous parlerons de sport avec ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Vous avez certainement suivi le PSG qui tombe sur un poids lourd en huitième de finale puisqu'il affrontera le FC Barcelone, Manchester City pour Monaco et Manchester United en Europa League pour Saint-Etienne. Voilà pour en tout cas les équipes françaises qui sont plutôt l'outil. Waouh, ça va être chaud quand même. Hein. Avec nous aujourd'hui, il est arrivé Sofiane Lakhdari. Comment ça va, Sofiane? Oui, bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Alors, PSG Barcelone, t'y crois toi? Oh, tout est possible, hein. Tout est possible? Tout est possible, même le Barça aujourd'hui souffre, hein. Oui, mais bon. Le Ballon d'Or aussi, dans quelques heures, vous savez qu'il sera remis cette prestigieuse récompense pour les joueurs de foot. Et notamment, eh bien, peut-être que Cristiano Ronaldo l'emportera pour la 4e fois, je crois, hein, de son histoire. Visiblement, c'est lui qui part grand favori. Nous en reparlerons donc tout à l'heure. Bien sûr, le j'aime ou j'aime pas. Le coup de cœur de Sofiane Lakhdari sera quoi aujourd'hui? Moi, le coup de cœur, c'est la réponse de Monsieur De Villepin à des propos de Rick Zemmour lors de l'émission Zemmour et Nolo. Très bien, sur Paris Première qui d'ailleurs fête ses 30 ans d'existence. C'est ça, 30 ans, oui. Voilà, bon anniversaire à Paris Première. Dans la vie tranchée de Sofiane. Oui, moi ça sera sur Halab, ça ne s'arrange pas en série. Ah, très bien. Eh bien, on en reparlera bien sûr de ce sujet avec vous, chers amis auditeurs, avec Yasser Ouati aussi qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et dans l'actualité de ce lundi, bien sûr, c'est une centaine d'arrestations dans les rangs du HDP. Le pouvoir turc frappe les milieux pro-kurdes au lendemain du double attentat d'Istanbul. L'actualité, c'est aussi l'armée syrienne qui s'empare de la dernière grande poche de résistance d'Alep-Est. Elle contrôle désormais 90% des quartiers. Et nous parlerons aussi, Sofiane, de la mort dans une prison en Algérie d'un journaliste, Mohamed Talab. Il était en détention depuis le mois de juillet. Il avait entamé une grève de la faim avant de tomber dans le coma. Il est mort et enterré aujourd'hui avec une foule importante qui l'a accompagné en Algérie aujourd'hui. Paix à son âme. Paix à son âme, Allah rahmou. Et j'aimerais d'ailleurs lui dédier cette émission à notre collègue Mohamed Talab qui a évidemment résisté. Il a été enfermé, on le rappelle, pour avoir comment dirais-je, offensé le président. Le président de la République, donc à l'époque, hein, au travers d'une publication, je crois, tu nous expliqueras ça tout à l'heure, Sofiane. Je vous donnerai également les informations, vous pourrez évidemment réagir. Bien sûr, et pour commencer cette émission, c'est le fameux traditionnel zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. Ce week-end, il y en a un qui a fait le buzz avec son meeting parisien à la porte de Versailles. Il s'appelle Emmanuel Macron. À la fin de son discours présentant son programme samedi soir, Emmanuel Macron, complètement hystérique, en a perdu sa voix. Écoutez avec quel feu il a terminé ce meeting. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. « 15 000 personnes étaient, selon Emmanuel Macron, présents ce samedi soir lors de son meeting parisien. La grande question, qui finance Emmanuel Macron, qui, vous le savez, il va seul, sans un appareil politique derrière lui? Eh bien, la réponse, la voici. Qui finance Emmanuel Macron? L'anxiété. Uniquement de l'argent privé. Terrifiant pour certains. Déjà plus de 11 000 généreux donateurs. Emmanuel Macron fait appel à eux dès la page d'accueil de son site. 10, 20, 50 euros ou plus, une collecte d'1 million d'euros. Et pour récupérer encore plus d'argent, Emmanuel Macron parcourt le monde, à New York ou à Londres, avec des dîners très particuliers. Pour avoir le droit de s'asseoir à la table du candidat, il faut débourser pas moins de 7 500 euros par personne, le don maximum autorisé par la loi. Des donateurs VIP dont l'identité reste secrète. Enfin, l'ancien banquier Emmanuel Macron entend bien emprunter pour financer ses meetings et ses déplacements. Jusqu'à 8 millions d'euros de crédit.
De quoi atteindre rapidement la limite légale des dépenses pour le premier tour, pas plus de 16 800 000 euros. Politique toujours, avec Jean-Luc Mélenchon, très courtisé en ce moment, et à la question pourquoi Jean-Luc Mélenchon refuse de participer à la primaire de gauche. Je pense que si je participais à une primaire, je me trouverais immédiatement dans une position de déloyauté totale, parce que si je venais, prenons un premier exemple, à perdre, cela signifierait que par loyauté, je devrais respecter celui qui a gagné et lui apporter mon soutien. Après avoir fait des années campagne avec des arguments de fond pour expliquer pourquoi j'étais en désaccord total avec la politique du gouvernement de M. Hollande et de ceux qui l'ont servi et qui se trouvent dans cette primaire, je me retrouverais à appuyer quelqu'un qui l'a servi et qui continue et qui souhaite la continuer. Donc Prenons l'exemple inverse. Si j'étais élu, vous imaginez sérieusement M. Valls, les autres, on va dire, tout d'un coup disant ah bah oui, il n'y a rien au-dessus de Mélenchon, après que pendant des années ils étaient expliqués exactement le contraire. Pas d'alliance possible avec Montebourg. Il vous tend la main ici même, il vous attend la main en demandant un contrat de gouvernement. Il a proposé un programme commun, a-t-il dit. Oui, et pourquoi pas. Alors, écoutez, prenons les choses un peu avec sérieux. Sur une élection comme celle-là, ces gens ne cessent de changer d'avis. Par exemple, ils organisent une primaire, ils me demandent, quasiment me supplient de venir à cette primaire, après que d'autres aient dit que c'était le meilleur moyen que je m'y fasse battre. Mais bon, on me supplie d'y venir, mais le lendemain, monsieur Cambadélis en expulse lui-même 3 autres qui, eux, veulent participer à la primaire. Il expulse les gens qui veulent y participer, bon, il et choisit il un veut petit peu, effectivement. qu'il vienne des gens qui ne veulent pas y participer, et j'espère qu'on aura entendu mon raisonnement. Ce n'est ni une humeur, ni un caprice, c'est un devoir de loyauté. Et j'achève en vous disant, je ne crois pas à une primaire dans laquelle les points de vue sont aussi éloignés politiquement. Éloigné ou irréconciliable? Je crois. Éloigné ou irréconciliable? Vous savez, la réconciliation personnelle n'a aucun poids dans cette affaire. Politiquement. Ce qui compte, c'est ce que les gens ressentent et ce à quoi ils sont prêts à adhérer. Il y en a assez de faire des élections sur le moins pire, le moindre mal, le prétendu vote utile dont j'observe aujourd'hui que plus personne ne parle parce que, évidemment, ça ramènerait tout le monde à devoir comparer les résultats. Je réponds à votre question à propos de M. Montebourg. Programme commun, disait-il. Arnaud Montebourg dit des choses intéressantes comme d'autres. Ce n'est pas le sujet pour moi de le montrer du doigt. Mais je suis obligé de noter que je ne suis pas à leur disposition. Il y a même pas 15 jours de ça, c'est son porte-parole qui disait qu'on ne pouvait rien faire avec moi parce que j'étais trop isolé et trop radicalisé. Que donc, avec moi, non, il n'y avait pas d'accord possible. Voici que ça a changé. Eh bien, je leur demande de faire preuve du même sérieux que moi. C'est-à-dire, je leur demande d'étudier ce qu'il y a dans mon programme. Avec quoi seraient-ils éventuellement d'accord? On pourrait commencer par ça, mais pas par des déclarations comme ça, personnelles. Si, il a parlé de programme. C'est moi qui suis en tête aujourd'hui. Par conséquent, la seule chose qui devrait leur venir à l'esprit, conformément à ce qu'ils faisaient autrefois, c'est d'en convenir. Quand vous avez un sondage qui le met à 6 face à la droite et moi à 12 ou à 13, ils devraient se dire, peut-être que cette fois-ci, il faut aider Mélenchon. Vous n'avez pas un coup à faire, choper la primaire. Je me cite moi-même, excusez-moi de le faire, mais on dirait la France insoumise, c'est ce programme-là qu'apparemment a la plus grande capacité à rassembler. Et pour terminer ce zapping, on va parler d'un livre qui visiblement n'a pas fait plaisir au maire de Nice, Christian Estrosi, puisque David Thompson, donc auteur du livre Les Revenants, dans lequel il met en lumière différents témoignages d'anciennes personnes ou de personnes qui se trouvent en Syrie. Voici que sur BFM TV, Christian Estrosi a annoncé porter plainte contre David Thompson et contre l'éditeur. Un mot, vous parliez tout à l'heure de la question de la lutte contre le terrorisme. Il y a eu cette semaine ce livre, Les Revenants, publié par Thompson, le journaliste, dans lequel, effectivement, vous êtes cité. Vous avez dit que vous alliez porter plainte. Je voudrais simplement redire précisément les choses. C'est fait d'ailleurs. Un djihadiste qui témoigne effectivement de manière anonyme, qui est appelé Ténon, qui est appelé Quentin, il dénonce votre passivité. L'émergence du terrorisme. Je vais vous dire exactement ces mots. Il dit, à propos du recruteur Omar Homsen, qui était l'un des recruteurs radicalisés à Nice, il dit « J'en veux au maire de Nice qui a laissé faire alors qu'il savait très bien ce que ce recruteur faisait dans le quartier Saint-Charles ». Apolline de Malherbe.
Quand ce monsieur Thompson qui se présente comme un journaliste spécialiste de la lutte contre le terrorisme, qui a recueilli le témoignage de tous ces djihadistes de manière écoutez, ça c'est la justice qui le démontrera. Moi, je vous annonce à l'avance, parce que j'en suis convaincu, qu'il sera condamné très fermement, ainsi que son éditeur. Mais par contre, il nous révèle quelque chose d'intéressant. C'est que il couvrerait un djihadiste revenu dans notre pays, qui raconte n'importe quoi. Donc vous accusez non seulement le djihadiste, mais vous accusez également le journaliste. Et pour lequel le gouvernement français, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, où il est une exigence qu'on les mette à l'isolement et que l'on les sanctionne. Moi, je ne sais pas, peut-être, et sans doute, a-t-il, peut-être en tout cas, du sang sur les mains. Peut-être a-t-il commis des atrocités, ce djihadiste qui parle, que monsieur Thompson lui fasse dire des choses insensées. Ce monsieur Thompson qui disait, il y a 2 ans de cela, à propos de moi, lorsque je dénonçais le fait que parmi les migrants, il y avait des terroristes infiltrés, ce qui a été reconnu après, que je disais n'importe quoi. Alors vous voyez, monsieur Thompson n'est vraiment pas une référence. Une fois de plus, il sera démontré en tout cas ses aberrations. Vous confirmez que vous portez plainte contre le djihadiste qui témoigne ou contre le journaliste Thompson? Mais contre monsieur Thompson, contre cet X que je ne connais pas et dont on ne dit pas le nom, et contre l'éditeur bien évidemment. En même temps qu'il me soit permis de dire que quand dans ma ville on a mis des cellules anti-radicalisation, que j'ai fait près de 80 dénonciations dont à peine 10% ont été prises en compte par le gouvernement français, que je me suis battu contre l'ouverture d'une mosquée salafiste dans ma ville qui appartient au ministre des cultes d'Arabie Saoudite et que monsieur Cazeneuve avec son préfet a laissé ouvrir dans ma ville. On voit bien que monsieur Thompson a recueilli un témoignage qui est n'importe quoi et c'est donc désormais la justice qui tranchera. Voilà pour ce zapping, Sofiane. Est-ce qu'il y a un petit fait qui a retenu ton attention? Oui, on peut voir le meeting qu'a eu Emmanuel Macron. Ah, il était hystérique, hein. Et il était hystérique, mais il a pu regrouper en même temps, en plus entre 10 000 et 15 000, ça se voit que la bulle Macron prend de plus en plus. On en reparlera évidemment avec vous dans un instant sur France Payable, juste après la pub. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Le grand forum, merci d'être avec nous, c'est LGF sur France Payable 2 comme tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, 16h 18h30, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette semaine en ce 12 décembre, et l'actualité est très très riche avec Sofiane Lagzari pour l'instant qui est avec nous, Yasser Louati qui devrait pas tarder, du moins j'espère, hein, pourtant c'est un motard mais bon, il arrive toujours en retard notre ami Yasser. Alors on va commencer à parler de ce qui s'est passé en Algérie, puisque il est mort en prison, hein, il avait été condamné en juillet à 2 ans de détention pour outrage au président algérien Abdelaziz Bouteflika, outrage pour des messages postés sur internet, sur la plateforme Facebook notamment. Mohamed Taman avait entamé une grève de la faim pour contester sa condamnation. Il était tombé dans le coma fin août. Il est décédé donc hier à l'hôpital Bab El-Oued à Alger. Quelle est la responsabilité des autorités algériennes? Écoutez l'indignation d'abord de son avocat, maître Amine Sedou. Je vous propose de l'écouter. Surtout face à ça, quoi. C'était très difficile d'abchoc. C'est une première, c'est la première fois qu'un journaliste décède en prison suite à ses écrits ou suite à ses commentaires sur le net. La défense demande, et même sa famille, une enquête sur cette situation, et sur aussi parce qu'il y avait beaucoup de vices de forme sur lesquels on reviendra ultérieurement après l'enterrement. C'est vraiment dramatique. Maintenant, c'est devenu, disons, un sport national au niveau des instances judiciaires algériennes où on fait passer beaucoup de gens qui dénoncent ou qui critiquent sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut faire la différence juste entre la liberté d'expression et l'injure. Bon, ça, c'est 2 choses qui sont différentes. Mais n'empêche que pour un journaliste, il a donné son point de vue, il est bon ou mauvais, il plaît ou déplaît à d'autres. Ça reste un point de vue. Donc, on ne peut pas arriver à un emprisonnement à cause de ça. C'est vraiment écœurant et scandaleux. Voilà, Amine Sidoun, donc avocat du journaliste décédé hier, Mohamed Taban, qui a été d'ailleurs enterré, accompagné d'une foule importante en Algérie aujourd'hui, Sofiane. Oui, malheureusement, on ne peut que joindre les propos qui ont été tenus par l'avocat du journaliste. Tout d'abord, paix à son âme pour ce journaliste, pauvre journaliste. Malheureusement, il meurt suite à une déposition, même s'il ne déplaise au pouvoir algérien, mais il n'a pas à payer de
sa santé et en même temps de sa vie. Moi, je voulais juste, au niveau de la direction pénitentiaire, on a vu son état de santé, c'est qu'il a eu à la fin août un AVC, parce qu'il refusait complètement d'être nourri, d'alimenter, et même d'avoir un anti-agrégant parce qu'il était immobile. Il a été opéré par un neurochirurgien, et là, il y a 15 jours à peu près, il a eu une infection pulmonaire, et même qui a nécessité un drainage pleural. Ça se voit que son état de santé s'est détérioré depuis plus d'un mois. Et on n'a pas entendu malheureusement depuis un mois des journalistes indignés, sauf qu'aujourd'hui on nous annonce sa mort comme ça. Mais il faut vraiment une enquête pour déceler les responsables. Les autorités sont-elles responsables? Ou à quel degré sont-elles responsables? Moi, pour le moment, je pense qu'il y a une décision de justice qui l'a mis en prison. Maintenant, l'enquête doit être faite pour voir pourquoi il a été mis en prison et pourquoi il est décédé, malgré un suivi médical, comme on a vu au niveau de la direction pénitentiaire. Est-ce que tu expliques, Sofiane, cette médiatisation à l'étranger sur cette affaire? Non, maintenant, c'est normal, hein. Maintenant, on est dans un monde libre. Tout ce qui se passe, ce soit en Algérie ou dans le Maghreb ou dans le monde, on est au courant. Maintenant, il vaut mieux ouvrir une enquête et que ça soit clair et que les gens responsables derrière payent le prix. Vos réactions nous intéressent, bien sûr. 01 40 33 9000. Kamel est avec nous. Salut, Kamel. Oui, merci beaucoup, Christophe. Et bien sûr, je salue votre collègue, monsieur Sofiane Lakhdari. Monsieur, j'ai quelque chose de très important, monsieur Christophe. À propos, vraiment, moi, je m'étends des médias français, vraiment, que ce soit BFM TV ou France 2. Il y avait une manifestation, monsieur Christophe, samedi dernier, à l'hôtel de ville, pour la situation à Alep. Mais, heureusement, pas un mot dans aucun média. Vraiment, à part El Jazeera. Il y avait une grande manifestation qui a regroupé et pour la population d'Alep, on va dire la population d'Alep. Si vous permettez, Christophe, quel est ce que vous voulez que j'aborde, monsieur Christophe? Vous êtes le patron. On est en train de parler de ce qui s'est passé avec la mort de ce journaliste en prison en Algérie, Mohamed Talab, donc, qui est décédé. Il avait été condamné pour outrage à l'encontre du président de la République et donc on se demande si les autorités algériennes, à quel degré de responsabilité ont-elles? Oui, mais c'est un avis personnel. Moi, je dis que vraiment les droits de l'homme ne sont pas vraiment réellement libres en Algérie. Vraiment, écrire un petit mot sur Facebook, se retrouvait interpellé à la maison le 27 juin. En plus, ce type-là, il était diabétique. Un type malade, je pense qu'on ne peut pas le mettre. Il était diabétique et c'est incroyable. Il n'y a pas que lui en ce moment qui sont en prison pour des délits d'opinion, simplement. Ici en France, on peut critiquer Sarkozy, on peut mettre on ne peut pas vous interpeller à la maison. En plus, il a la nationalité britannique, ce monsieur Tamal. Mais vraiment, je trouve vraiment, je me prosterne et je dis, je présente mes condoléances à sa famille. Je reviens un mot, Christophe, sur ce qu'a dit Madame Le Pen à propos des enfants. Oui, non, on va pas faire de revue de presse, Kamel, ça suffira. Et en plus, il y a beaucoup de monde derrière. Merci, Kamel, en tout cas, pour votre réaction. 01 40 33 9000. Essayons de pas faire trop de hors sujet, Kamel. Hein, je sais que vous aimez. Oui, bonsoir monsieur Christophe, c'est monsieur Abder à l'appareil de Paris. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir. Merci, c'est gentil. Bonsoir monsieur Sofiane. Je voulais juste intervenir par rapport au journaliste qui est chez mais je voulais dire qu'on l'a laissé mourir en fait en prison. Et moi j'appelle ça, c'est non-assistance à une personne en danger. Donc non-assistance à une personne en danger, l'État est responsable de sa mort. Parce qu'en fait, on commence à dire oui, il était malade, gravement malade, etc. Pourquoi on n'a pas pris en charge dès le débat? Mais excuse-moi, mais le truc, quand on voit le communiqué de la direction pénitentiaire, ils ont bien précisé qu'il était suivi. Maintenant, avoir dit qu'il était suivi. Monsieur Sofiane, soyons raisonnables. Vous savez bien qu'en Algérie, les droits de l'homme sont bafoués. Mais bien sûr. Alors, en prison, monsieur, quand vous êtes en prison, pratiquement, vous êtes privé. Médicale, elle est obligatoire, hein. Non, l'assistance médicale obligatoire ici en France, mais il faut aller voir la réalité en Algérie. Moi, je connais un petit peu la réalité dans certains prisons, etc. C'est autre chose. C'est-à-dire en Algérie, un diabétique, monsieur, on ne lui laisse même pas prendre son glycophage. Surtout quand vous êtes un journaliste, parce que c'est un opposant, donc quelque part il est considéré comme un opposant politique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas critiquer Bouteflika, on ne peut pas critiquer le gouvernement en place. Alors, pour moi, c'est un assassinat.
Bon. Mais pour le moment, je pense parce que qu'une enquête, ça serait souhaitable. Hein. Il faut vraiment pousser à ce qu'il y ait une enquête indépendante. Monsieur Sofiane, il ne faut pas être naïf, quoi. Une enquête en Algérie. Est-ce que vous avez entendu des disparus, des 30 000 disparus, monsieur? Moi, je suis des personnes qui sont derrière ces dossiers-là. On a tout fait pour ouvrir des enquêtes juste pour savoir où ils sont enterrés, ces 30 000. Jusqu'à aujourd'hui, on est face à un mur, on est face à des personnes qui communiquent pas. Si vous courrier au ministère de la Justice, etc., pour faire une enquête. Quelle est l'enquête que vous allez faire, monsieur? Vous pouvez pas faire une enquête. Demain, l'avocat, même l'avocat, quand il va aller plaider l'affaire de ce journaliste, on va même le menacer. C'est-à-dire, le juge, à un moment donné, il va le faire rappeler à l'ordre. Le procureur général, pareil, le rappelle à l'ordre, disant, maître, il faut respecter la bande rouge, parce qu'il n'a pas le droit d'affranchir la bande rouge. Donc, pour moi, clair et net, c'est un assassinat clair et net. Très bien, merci à vous pour votre... Merci beaucoup, puis bon courage à vous. Merci. Merci. Bon courage à tout le monde. Merci beaucoup, continuez de nous écouter évidemment. Merci bien, au revoir, c'est gentil. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous appeler. On parle donc, je rappelle à tous ceux qui nous rejoignent, de ce journaliste donc qui est décédé, mort à la suite d'une grève de la faim, pour protester bien sûr contre son incarcération donc dans une prison algérienne pour avoir outragé donc le président de la République sur des messages via Facebook, notamment de responsabilité de l'État algérien. On en parle avec vous, je sais que ça suscite à chaque fois beaucoup de tumultes réactions vis-à-vis de nos auditeurs, donc n'hésitez pas à le faire. 01 40 33 9000. Je salue notre ami Yasser Louati qui est arrivé. Comment ça va, Yasser? Bonjour tout le monde. Bon, dites donc, le billet de retard, il est où? Ma mère, elle l'a pas encore signé. Oh là là. Je te présente Sofiane Lakdari qui est avec toi aujourd'hui. Voilà, enchanté. Sofiane. Voilà. Et on continue d'accueillir vos appels avant de parler aussi, de vous écouter aussi dans vos avis tranchés. Sofiane qui va nous parler de Halep en Syrie. Notre ami Yasser qui va nous parler de la formation des imams. Tiens. Sempiternelle question. Sempiternelle, oui, absolument. En tout cas, affaire à suivre donc tout à l'heure, mais pour l'heure, un petit tour du côté du standard une nouvelle fois. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, quel est votre prénom? Oui, bonjour, c'est Salim. Salut Salim, tu nous appelles d'où? De l'Essonne. De l'Essonne, qu'est-ce qui se passe, Salim? Alors moi, je voulais réagir justement par rapport à ce qui s'est passé. Je trouve que c'est vraiment scandaleux et je voudrais tout d'abord comment dire? Vos condoléances? Toutes mes condoléances à sa famille. Ouais. Et je pense que pour moi, les autorités algériennes sont responsables. Et j'estime qu'il doit y avoir une enquête et que une traduction devant un tribunal. Parce que c'est considéré comme moi je considère ça comme un meurtre de laisser mourir quelqu'un comme ça. C'est diabétique, je crois. Ouais. Donc en plus, raison de plus, diabétique. Et donc de laisser mourir une personne en prison, c'est un meurtre et je trouve ça, moi je pense que moi je dis c'est un assassinat. Donc j'estime que les autorités algériennes vous êtes un peu sur la même ligne que les auditeurs précédents, effectivement. Salim, merci en tout cas de votre appel. Tiens Yasser, là-dessus, t'as un avis à nous donner? Est-ce que les autorités algériennes sont selon toi responsables de la mort de ce journaliste qui s'était, on le rappelle, mis en grève de la faim, donc suite à son incarcération, donc suite à cette condamnation à 2 ans de prison pour outrage envers le président? En fait, j'ai pas tous les éléments, donc je peux pas juger de cette... Il avait fait en mois d'août, fin août, il avait fait un AVC. Il a commencé une grève de la faim depuis le début, c'est un diabétique. Il a eu un AVC, il a été traité, il a été soigné par un neurochirurgien opéré suite à une hypertension, bref. Après, il y a plus de 2 semaines, il a eu une infection pulmonaire également. Il y a eu une intervention pour un drainage pleural, sauf que son état s'est nettement détérioré ces derniers jours et son décès, il a été annoncé depuis hier. Et dans ce cas-là, il faudrait que l'État algérien ouvre une enquête, tout à fait. En fait, moi, je condamne quand la France s'ingère dans les affaires internes d'un pays, donc je vais pas en faire autant à partir d'un studio parisien. Par contre, pour moi, un État qui incarcère une personne parce qu'elle a outragé le président, pour moi, c'est plus un aveu de faiblesse que un témoignage de comment dire ça, de force ou quoi que ce soit. C'est un crime de lèse-majesté. Et puis quoi encore, que veut dire un président n'est pas intouchable. C'est un être humain qui peut viser juste.
qui est critiqué ou critiquable. Mais sauf que malheureusement, rien n'a été fait par les journalistes pour dénoncer cette incarcération, ou bien n'a pas été trop médiatisé au point où il meurt aujourd'hui en prison. Ils ont peut-être eu peur de la sentence. Hein. Voilà, normalement, pour ce journaliste, il y en a eu, mais que ça n'a pas rassemblé énormément de monde pour dénoncer cette Donc incarcération. Dans ce cas-là, que fait l'opinion algérienne? C'est la Tout à question fait. L'opinion qui est complètement, qui a Justement, démissionné. est-ce que cette affaire peut réveiller cette opinion algérienne? Mais dans la, après, on a quand même vécu 10 ans de guerre civile, donc je ne sais pas si pour elle la mobilisation. Mais on peut mobiliser, on peut se mobiliser sans appeler à la violence et sans appeler à un lynchage. Est-ce qu'il peut y avoir des manifestations qui peuvent espérons voilà. que les gens bougent de manière pacifique, de manière pacifique, bien tout sûr. à fait, de dénoncer cette incarcération qui est inadmissible. Sachant que son enterrement a eu lieu aujourd'hui, accompagné par une foule importante, hein, dit-on. Il a été enterré, je crois, dans la banlieue d'Alger, hein, c'est ça? Je pense. Ouais. Il y avait une foule apparemment importante d'après les images et les infos qui circulent hein, sur les réseaux sociaux. Monji qui nous appelle de Marseille. Salut Monji. Salut, bonsoir Christophe, bonsoir à ton je crois que c'est Sofiane, c'est ça? Oui, Sofiane bonsoir Monji. Et Yasser Louati. Voilà, bonsoir à tous les auditeurs. Déjà, je veux dire présenter mes toutes mes condoléances aux défunts et je dis que nous prenons collectivement la responsabilité de sa mort. Contrairement à ce que dit Sofiane, la justice en Algérie n'existe pas. Et les mobilisations existent, à moins qu'ils ne sortent pas dans ce petit microcosme par un arabiste. Il y a des mobilisations la semaine dernière. Les manifestations contre la loi de finances a été je parle de mobilisation pour ce journalisme, Monji, si tu entends bien. Devant la grande porte. Si vous permettez, je finis juste ce que je veux dire. Parce que j'ai gros sur le cœur, parce que des gens arrivent dans l'antenne et ont même la décence de parler de justice en Algérie, alors qu'on sait bien que ce qui paralyse se promène de partout, reçu par les officiels. Monji, t'as un téléphone pourri, hein. En filière d'Algérie, et que je vous dis, journaliste, monsieur Sofiane, si vous voulez bien se mobiliser, parce que vous avez apparemment. Je vois que c'est une attaque personnelle. Hein. Je vois il y a un règlement de compte personnel. Il y a Ben qui est en prison, il y a Adel Ayashi, il y a Hossein Boras qui sont encore en prison parce que c'est pour ce délit d'opinion. L'Algérie c'est une dictature. Le président était légitime. Il est arrivé. Monji, je suis désolé, mais ton téléphone est absolument pourri. Hein. Je peux pas te laisser continuer parce que on comprend rien de ce que tu dis. Monji, essaie de nous rappeler. Il y a pas de problème, tu repasseras. Mais là, le téléphone était vraiment waouh, impressionnant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? C'est Brahim. Brahim, vous nous appelez d'où, Brahim? De l'Oise. De l'Oise. Qu'est-ce qui se passe, Brahim? J'aimerais intervenir, c'est par rapport justement au décès du journaliste là en Algérie. Oui. C'est pour dire que la responsabilité de l'État algérien ou bien du système algérien ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé depuis 62. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Et ça va continuer comme ça. Ouais, merci Brahim. Bon, en tout cas, on voit que pour la majorité de nos auditeurs, pour l'instant, ceux qui sont intervenus en tout cas sur ce sujet, il n'y a pas de doute, la responsabilité des autorités algériennes est engagée dans cette affaire. Monji apparemment n'est pas trop d'accord avec toi, Sofiane, lorsqu'on parle des droits de l'homme en Algérie. Il a parlé pas seulement de l'Algérie, du panarabisme, il m'a donné des clichés mais je pense que voilà, j'espère qu'il va rappeler, il va m'interpeller directement sur un sujet et ne pas utiliser le décès vraiment terrible de ce journaliste pour régler des comptes qui datent depuis plusieurs années, parce qu'on sait que Monji, c'est un fervent défenseur des frères musulmans, c'est un homme qui est dans une association qui s'appelle Rached, qui est financée par le Qatar par le biais d'un calife. Voilà, on le sait pertinemment, il a une dent contre moi parce que j'avais dénoncé tout cela, mais j'espère qu'il va rappeler, comme ça on aura un échange direct et sur le fond et pas sur la forme et en utilisant des morts. Très bien, alors, qui a d'autre avec nous? Kamel, salut Kamel. Oui, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux auditeurs et auditrices. Alors oui, je crois que je vais rejoindre ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il faut se saisir un peu de supplément d'âme pour que nous puissions arriver finalement à nous entendre. C'est vrai qu'il faut dénoncer, et je voudrais faire part de mes condoléances à la famille si on peut leur transmettre. Mais je crois qu'il faut dépasser tout ça. Je crois qu'il faut cesser d'avoir cette habitude de finalement s'interpeller de la sorte, d'être dans l'invective et de ne rien construire. Et je te rejoins, mon cher Christophe, parce que tu ne cesses de le dire à longueur de temps, à longueur d'année. Ce n'est pas une dénonciation ou dans ce genre de bavardage qu'on va pouvoir construire. Et tu sais
que moi je suis à ce que nous puissions construire. Donc effectivement, l'Algérie n'est pas au top. L'Algérie a énormément de lacunes. Il faut que nous nous en préoccupions. Ceci étant, on pourrait commencer, si tu veux bien, par exemple, appeler à faire une pétition. Qu'à cela ne tienne, il y a des gens sur le plateau et ceux qui nous écoutent, pourquoi ne pas lancer une pétition sur un de ces sites qu'on connaît très bien et aller nous inscrire et faire part de notre préoccupation et de notre indignation auprès des autorités algériennes. On n'a pas toute la vérité, on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé, mais nous pourrions demander les uns et les autres que soit nommée une commission d'enquête indépendante avec des personnalités reconnues en tant que telles, et ça pourrait peut-être participer justement à ce que la lumière se fasse sur ce décès qui est effectivement à dénoncer. Ouais. J'aimerais maintenant réagir, mon cher Christophe, une autre actualité, si tu me le permets. J'aime pas mélanger les genres, mais c'était aussi très important, et celle-ci, elle concerne plutôt la France. Je pense que tu allais en parler. Il s'agit de cette réunion qui s'est tenue ce matin, aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, avec ces pseudo-représentants des musulmans de France. Tu sais que je ne cesse de dénoncer ce genre de pratique. J'estime, et je le répète ici à l'antenne, que les responsables de l'islam de France ne peuvent être, légitimés que si une véritable consultation se fait auprès des musulmans de France. Et je crains encore à une espèce de manigance à 5 mois des élections de Monsieur Cazeneuve. Je voulais dire, peut-être que tu développeras derrière. Merci Kamel en tout cas pour votre appel. 01 40 33 9000. On va donc clôturer ce sujet en attente peut-être d'en savoir un peu plus sur la mort donc de ce journaliste suite à une grève de la faim en prison en Algérie. On y reviendra bien sûr si on a d'autres éléments donc tout au long de cette semaine sur France Maghreb 2. Bien sûr 01 40 33 9000. Dans un instant on va écouter vos avis tranchés messieurs, Sofiane et Yasser. On va parler avec Yasser de la formation des imams. Tiens, ça va peut-être collaborer avec ce qui s'est passé ce matin au ministère de l'Intérieur. Et avec Sofiane parler de Alep en Syrie. Alors toi tu partages pas visiblement Sofiane, s'il est bien compris ton avis tranché, ce dont on répète à longueur de journée, c'est-à-dire que Bachar al-Assad et son armée ont repris quasiment la totalité de la localité d'Alep. Et pour ceux qui disent, et notamment quelques diplomates américains, que la guerre civile en Syrie, toi tu dis non, pour l'instant c'est pas fini. Oui, ce n'est pas fini. Surtout, il y a certaines lois qui viennent d'être votées aux États-Unis. C'est la levée. Il y a 2 ou 3 éléments qui me poussent à dire. On en reparlera dans un instant, et on parlera aussi de la Turquie après ce double attentat donc à Istanbul ce week-end. Voici que Erdogan essaie de s'en prendre en travers d'arrestations en masse donc à ce parti du HDP en Turquie. On y revient dans un instant. Le grand forum LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec Yasser Louati, Sofiane Lakdari avec nous aujourd'hui. Et avant de parler de ce qui se passe en Turquie, avant aussi de passer d'écouter les avis tranchés de nos amis, donc Yasser Louati, Manji qu'on a retrouvé avec une qualité, meilleure que tout à l'heure, hein Manji. Oui, désolé, parce que j'écoute en même temps à la radio, alors c'était difficile. Alors effectivement c'est beaucoup mieux. Donc Manji, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, je rassure Sofiane, j'ai aucune rancune, j'ai aucun compte à rendre avec lui, je le connais pas, il me connaît pas. Mais t'as tout, monsieur Mounji. Salut Yasser. Je suis pas non plus partisan des frères musulmans, des choix des peuples. Voilà. Non, juste 2 secondes. Toi, moi, je diffame pas. Toi, tu l'as dit une fois que tu faisais partie du mouvement Rachid. C'est vrai ou pas vrai? Voilà. Est-ce que le mouvement Rachid... J'ai le droit quand même, sans risquer ma vie. J'ai le droit d'être... Mais bien sûr, mais il faut assumer. Mais il faut assumer. Parce que je suis algérien, voilà. Voilà, mais bien sûr. Mais moi, je diffame pas quand je dis que tu faisais partie. C'est suite à ta dénonciation. Toi, tu l'as annoncé. Voilà, moi, je diffame pas. Bien sûr. Non, mais un Rachid, c'est pas les frères musulmans. Il faut pas confondre. Bien sûr. Le Zétot, quand on voit l'arabe Zétot et quand on voit Mourad Hina, parce qu'il y a un mort. Vous savez, moi, j'ai aucun compte à rendre à personne. Je dis tout simplement que moi, je trouve que je suis anti tous les coups d'État. Je suis pour le choix du peuple. Et je ne considère pas que les peuples arabes, c'est des peuples meneurs qu'on doit choisir pour eux. Voilà. Et je trouve que en Algérie, il y a eu un coup d'État, en Égypte, il y a eu un coup d'État, et en Palestine, il y a eu un coup d'État contre le Hamas. Voilà. C'est des faits historiques. Vous voulez les remettre en cause, vous prenez la responsabilité. Par contre, il y a d'autres... concernant ce qui se passe en Algérie, quand vous parlez de justice, je veux bien que vous soyez un peu quand même
j'ai demandé juste de la décence. Je vous ai pas insulté. Je demande juste de la décence. On parle pas de justice en Algérie. Lorsqu'on voit ce qui se passe, comment la justice elle est rendue, on appelle en Algérie la justice coup de fil. C'est-à-dire, si vous connaissez quelqu'un, vous êtes acquitté, voilà, on voit bien que Chakib Khalil, avec tout ce qu'il a volé, et se promène dans tous les zawiyas d'Algérie, sans qu'on personne l'inquiète. Lui, il a été poursuivi. Attends, deux secondes, Mounji. Le Chakib Khalil, il est poursuivi par la justice italienne. Est-ce qu'il a été condamné par la justice italienne? Attendez. Il y a l'Algérie, vous savez, il y a l'affaire Khalifa aussi. Non, mais ne mélangez pas. Vous parlez de Chakib Khalil. Vous reparlez de Chakib Khalil. Vous dites qu'il est en train de se pavaner en Algérie. Est-ce qu'il y a une décision de justice qui l'a condamné? Maintenant, ce qui est positif. Attendez. Ce qui est bien avec Chakib Khalil. Mais je parle de la justice italienne. Je vois que vous ne croyez pas. Attendez. Moi, j'ai aucune gloire à en tirer. Vous balancez des choses, alors juste, je vous dis qu'il a été. Il est dans une affaire de corruption. On parle pas en même temps. Mounji. Il faut oui, je t'écoute. T'as parlé de Chakib Khalil, je t'ai dit qu'il est poursuivi non seulement par la justice algérienne, d'accord, tu n'y crois pas, mais il est poursuivi par la justice italienne sur une affaire de corruption qui touchait même le responsable de Eni. Est-ce qu'il a été condamné par cette justice? Pour le moment, non. Voilà, c'est ce que tu es en train. Oui. Est-ce que la justice, par exemple, Monsieur Boras qui a tu mélanges tout. Voilà, vas-y. Je vais pas te couper, je te laisse terminer. Voilà, balance ce que tu as balancé. Je ne veux pas non plus mobiliser l'antenne là-dessus. Est-ce que Monsieur Boras, pour un article, on doit être condamné? Moi, je l'ai condamné. Moi, j'ai dit que ce monsieur n'avait pas à être condamné pour ses faits. Qu'est-ce que tu veux? Je t'invite à lire l'article qui a fait que ce journaliste Mohamed Klias meurt en prison. Je vous invite à aller le lire. Moi j'ai dit, Mounji. Je le remettrai sur l'article qu'il a écrit. Il s'y attendait à sa mort. Il faut être extrêmement rigoureux sur ces questions. Mais est-ce que tu as entendu mon intervention, Mounji, ou non? Mounji. C'est un pouvoir potiste, et voilà. Merci Mounji, merci beaucoup. Voilà. Laissez les morts. Le satin, voilà, on l'a même pas encore mis en terre et en train de jouer sur sa mort, mais vraiment. Bref. Alors, on va enchaîner maintenant tout de suite avec les avis tranchés, si vous le voulez bien. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Yasser, t'es prêt? Toujours en deuxième, s'il vous plaît. Oh là là. Mais Yasser Louati, oui, il négocie et tout son passage et tout normal, hein. Normal. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. En tout cas, vous allez pouvoir réagir aux avis tranchés de nos amis de Sofiane et de Yasser Louati. Donc, comme l'a demandé Monsieur Yasser Louati, donc Sofiane, je te laisse commencer avec ton avis tranché pour nous parler de la situation en Syrie et d'Alep. Oui, ça ne vous a pas échappé. La ville de Halab est en train d'être reconquise par l'armée régulière syrienne avec les alliés russes, iraniens, etc. Moi, j'ai un avis tranché qui est un peu différent par rapport aux autres. Il y a des conséquences qui viennent on vient de voir les prémices, à savoir avec la Turquie et le Qatar, je dirais après. Et par contre, avec les États-Unis, il y a certains éléments qui me laissent un peu perplexe. Je vais dire toujours des paroles contredites par les actes qui font craindre le pire. Et c'est la population prise en otage qui paye le prix fort. Certains voient en la reconquête de Halab par les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés le commencement de la fin du conflit entre grandes puissances par Syrie interposée. Ce n'est pas mon point de vue. En analysant les dernières dispositions prises par le gouvernement Obama, voit au contraire une augmentation du risque d'affrontement direct avec la Russie. Soyons lucides, la menace d'un conflit mondial entre le bloc occidental et eurasien n'est pas évacuée, parce que Daesh recule à Halab. Vous le savez, le système économique est malade et ne fonctionne qu'avec des rustines. Ce ne serait pas la première fois que l'option d'une guerre serait employée pour effacer l'ardoise de l'endettement et permettre au système de se refaire une jeunesse. Il va falloir être très vigilant dans notre choix en mai prochain. Ne pensez pas qu'à votre porte-monnaie en examinant les programmes, bien que peu évoqués par les candidats majoritairement liés aux États-Unis et européistes. Une sortie de l'OTAN reste un sujet majeur de la campagne. Il s'avérera fondamental pour nous si le pire advenait. L'OTAN, c'est pour ses membres contractuellement la guerre. Il n'y a pas d'autre option. Pensez-y.
S'agit-il d'une stratégie pour bloquer la voie au nouveau président états-unien Donald Trump ou la soif d'une fin glorieuse? 3 événements majeurs en sont les signes avant-coureurs. La Chambre des représentants vote une zone de no-fly zone en Syrie. Le Congrès approuve la livraison à l'opposition syrienne des missiles sol-air et la volte-face de Washington sur les propositions visant à faciliter le départ des terroristes de Halab. Dans les 3 cas, ces initiatives de Washington vont tout droit vers une confrontation inévitable en Syrie, où la Russie joue un rôle majeur dans la lutte contre le terrorisme et dans sa lutte pour le respect du droit international du peuple syrien à disposer de son propre destin. Sa présence en Syrie et sa lutte contre le terrorisme visent toutes les forces armées illégitimes qui s'attaquent aux populations et aux fondements de l'état de droit. Regardons de près ce que peut représenter chacune de ces 3 décisions. Ce que nous voyons dans la dernière mesure, c'est l'initiative d'un gouvernement étranger, les États-Unis, qui s'octroie l'autorité de décider des zones de l'espace aérien syrien, interdire tout particulièrement aux forces aériennes de l'armée syrienne, tout comme aux forces armées aériennes russes. Cette mise en scène comporte tous les ingrédients pour que le gouvernement syrien avec ses missiles S-300 assure sa pleine autorité sur la totalité de son espace en tant qu'allié indéfectible de l'État syrien d'assurer la protection de ce même espace. La seconde mesure porte sur la livraison à l'opposition armée syrienne de missiles sol-air. Imaginons un seul instant qu'un gouvernement étranger ait fourni ouvertement et sans souci aux forces de FARC en Colombie pour les aider à renversement le gouvernement légitime de Colombie. Ça aurait été un geste dénoncé avec force par la communauté internationale et que la communauté internationale des États-Unis n'aurait pas hésité un instant à intervenir pour mettre un terme aux livraisons d'armes. Pourtant, ce qu'ils font en Syrie est exactement de même nature. Ils arment et financent une opposition pour qu'elle déstabilise le gouvernement de Bachar al-Assad. La 3e décision, celle de la volte-face, fut une surprise tout à fait inattendue de la part du partenaire russe. Je vais essayer un peu de faire court. Moi, je reprends juste 2 déclarations. Celle de Sergei Lavrov récemment, avec la rencontre avec John Kerry, où il avait demandé de soutenir un document correspondant à la vision de la Russie. À peine quelques jours avant cette rencontre, c'est le cap de monsieur John Kerry, il avait déclaré « Nous avons compris qu'il est impossible aujourd'hui de discuter sérieusement avec nos partenaires américains ». Contexte de cette fameuse phrase de Poutine à Valdai en octobre 2015, où il nous interpelle, il dit « Il y a 50 ans déjà, à Saint-Pétersbourg, la rue m'a appris une règle, si la bagarre s'avère inévitable, il faut frapper le premier. Aujourd'hui, avec l'élection de Trump, la mise au grand jour des liens entre Washington et les terroristes, la fin d'un mandat désastreux, les victoires de la Russie et du gouvernement syrien sur les terroristes et les rebelles pour certains, tout cela et bien d'autres choses ouvrent la porte à bien des imprévus à très court terme. Oui, j'ai essayé de réduire, Christophe. Oui, écoutez, dépassé, bien sûr. En tout cas, vos commentaires et vos réactions, n'hésitez pas à 01 40 commentaires sur l'avis tranché de notre ami Sofiane. Non, je préfère laisser son expertise. Aucun commentaire. Très bien. Tu te mouilles pas beaucoup aujourd'hui, Yasser, hein? Il pleut déjà, donc on va Très bien, très bien. Vos commentaires, vous, 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler. Alors, on va passer à ton avis tranché, alors, du coup. Là, pour le coup, tu vas te mouiller un peu. Voilà, franchement, je saute à pieds joints. Très bien. On va parler avec toi, donc, si tu le veux bien, de la formation des imams, cher ami Yasser Louati. Alors, un instant, juste que je mette la fenêtre sous mes yeux. Voilà, parce que tout est bien préparé. Attention, nos chroniqueurs travaillent. Hein. Presque, c'est pour ça que j'arrive en retard. Voilà, c'est ça. Yasser Louati, donc, pour son avis tranché, vous pourrez, mesdames, messieurs, aussi réagir. On peut commencer. 01 40 33 9000, on peut commencer, mon ami. Alors aujourd'hui, on a eu la plateforme, comme tu le disais tout à l'heure, qui s'appelle la plateforme de dialogue avec le culte musulman pour parler de la formation des imams. Je mets ça sur pause parce que j'ai oublié un truc. Un instant, je vous prie. Alors, on va peut-être prendre un appel peut-être avant cela, avant d'écouter Yasser pour son avis tranché. 01 40 33 9000, bien sûr, pour réagir en direct, bien sûr, à moins que tu sois prêt, c'est bon? Bah écoute, non. Non, d'accord. Bon, on va prendre quelqu'un. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Mais pas pour réagir directement sur votre actualité, là, que j'écoute vraiment assidûment tous les soirs en sortant du travail. Oui. Mais c'est juste pour parler sur la qualité du son sur votre radio. Ouais. Alors c'est vrai que je suis en voiture. Ouais. Donc
il n'y a pas de ligne électrique aux alentours, etc. Et parfois, le son est vraiment de qualité médiocre. Bon, bah écoutez, on va faire part ça auprès de nos services techniques, mon cher ami. Ouais, parce que, écoutez, vos informations sont très passionnantes, mais quand on entend... Vous êtes dans quel secteur, ami? Bah là, je suis sur Massy. Sur 91. Entre Massy et Meudon. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre remarque, elle est très utile en tout cas et on en fera part au service technique. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup pour vos arguments puis pour votre actualité politique. Merci à vous de votre écoute et de votre fidélité. À très bientôt monsieur. 01 40 33 9000, voilà, c'est aussi ça le LGF, le grand forum. Yasser? C'est bon. On est bon, c'est bon là? Alors, hop, du coup moi je suis plus bon, donc on va y aller, hop, tout de suite pour donc forcément parler de la formation des imams. Yasser Louati. Alors aujourd'hui, comme tout à l'heure on l'avait mentionné, on a eu la plateforme de dialogue avec le culte musulman pour parler de la formation des imams. Bon, je vous passe les détails, comme cette idée d'un label d'imam non radical, un peu comme la viande halal ou l'appellation d'origine contrôlée. Et oui, les sempiternelle question de la formation des imams, qui revient tous les ans ou presque, mais à laquelle on ne veut pas vraiment répondre. Tous les gouvernements, de gauche comme de droite, ont fait preuve d'une hypocrisie et d'une malhonnêteté sans nom. On veut des imams formés en France pour un islam de France, mais en 2008, sous Nicolas Sarkozy, 300 visas ont été délivrés par le Quai d'Orsay pour accueillir des imams étrangers pendant le mois de Ramadan. En 2012, l'Algérie avait envoyé à elle seule, avec l'accord bien sûr du Quai d'Orsay, 120 imams pour, je cite, encadrer la vie religieuse et l'exercice du culte de la communauté musulmane. En 2015, on a eu droit à cette convention franco-marocaine sur la formation des imams de France, signée par un certain Laurent Fabius pour promouvoir, je cite, un islam pleinement ancré dans la... Je cite, un islam pleinement ancré dans les valeurs de la République et de la laïcité. Donc, on a le ministre des Affaires étrangères de la France, République laïque, qui signe une convention avec un pays étranger pour la formation des responsables religieux afin qu'ils respectent les valeurs de la République ici en France. Vous y comprenez rien? Moi non plus. Autre contradiction, pour ne pas dire mascarade et hypocrisie sans limite, François Valls, pour ne pas les nommer, sans avoir demandé leur avis aux musulmans, ont mis sur pied leur fondation des œuvres de l'islam de France et mis à sa tête un certain Jean-Pierre Chevènement, lui-même ancien administrateur colonial, qui demande pour commencer aux musulmans de rester discrets. Vous l'avez deviné. Cette question, d'ailleurs, fallait le faire. Cette question de la formation des imams de France et du concept même d'islam de France revient sans arrêt. Mais pour couper court à la surenchère et à la démagogie, sans lui accorder son autonomie pleine et entière, le concept d'islam de France est une supercherie d'obédience néocoloniale, utile à des fins de mise sous tutelle du culte musulman et de domination des citoyens de confession musulmane. La laïcité doit être respectée et dans un État laïque, l'État ne dicte pas aux communautés religieuses leur conduite. Par exemple, malgré les affaires de pédophilie, personne n'a remis en question la religion catholique et l'État ne s'est pas ingéré dans les affaires internes de l'Église et on n'entend pas non plus l'État s'ingérer dans la formation des rabbins. Quant à la formation des imams, tant que l'on continuera de disqualifier les dizaines de personnes déjà formées en France et prêtes à exercer, tant que l'on continuera de fermer les mosquées aux imams qui refusent d'être des bénis oui-oui sans leur accorder un véritable statut, le respect de leur autonomie intellectuelle, leur liberté de parole pleine et entière et le droit de dire non, oui ça existe, on peut être un bon imam républicain et parfois dire non, et tant que l'on continuera de vouloir former des imams qui joueront le rôle de caution religieuse aux décideurs politiques, alors que toutes ces réunions aux frais de la République sont une perte de temps et un énième exemple de gaspillage des deniers publics. Je tiens tout de même à rappeler que le procédé est nauséabond. Celui qui tend à faire croire que, pour combattre le terrorisme, il faut réformer l'islam. Je le disais déjà il y a plusieurs mois, ce qu'il faut réformer, ce n'est pas l'islam, mais la relation avec l'islam. Il y a déjà des institutions de formation, comme celui de la mosquée de Paris, membre intégral du CFCM, ceux de l'IUSH à Saint-Denis ou Château-Chinon, le CERCI à Saint-Denis et encore d'autres en ligne, qui dispensent des cursus complets sur 4 ans en moyenne pour devenir imam. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi ne pas recruter ces personnes? Alors pour avoir parlé avec plusieurs d'entre elles, la réponse est simple. Je cite,
Les mosquées, par peur de l'État, ne veulent pas d'imams indépendants. Et moi, mon rôle n'est pas de faire de la figuration sur une estrade, de diriger la prière, de dispenser des cours, répondre aux questions des uns et des autres, d'être un conseiller aux uns et aux autres, et en particulier sur les questions matrimoniales, et en plus d'être la caution religieuse d'associations qui ne représentent pas les fidèles, mais bien des intérêts particuliers. Fin de citation. Ajoutez à cela que le tout se fait sans statut officiel, avec en plus l'ingérence et les pressions permanentes des uns et des autres, qui d'un consulat en rivalité avec un autre, qui d'un État pour qui la religion musulmane doit être mise sous tutelle, et un bon imam, une personne qui dit oui à tout, et même oui à tout et son contraire, qui des collectivités locales, à l'exemple de la mairie d'Athis-Mons, Athis-Mons, juste à côté de Paris, et sa maire Christine Rodier du Parti Les Républicains, qui, en bonne républicaine, a refusé le projet d'une mosquée indépendante et autonome, financée par les fidèles de sa ville, pour lui préférer, en fait, une mosquée gérée depuis l'étranger, via un consulat, et de conclure, je cite, « Ça ne me dérange pas que la mosquée soit gérée par le Maroc, si demain j'y suis invité gratuitement. D'ailleurs, ma fille a été invitée par un ministre marocain pour le mariage de sa fille. » Si, c'est bien en France et pas en République bananière. Que les choses soient claires, on ne peut pas en vouloir au Maroc de servir ses intérêts là où c'est possible et surtout là où c'est facile. Comme le disait De Gaulle, l'État n'a pas d'amis et n'a que des intérêts. Et tant que les citoyens de confession musulmane laisseront le champ libre pour qu'ils deviennent des pions sur un échiquier d'intérêts rivaux et concurrents, leurs intérêts à eux ne seront jamais servis et ils continueront de payer un prix exorbitant. Lequel? Celui d'être traités comme des étrangers chez eux, parce qu'avec cette gestion consulaire de leur religion, on continuera de les renvoyer vers le pays d'origine de leurs parents, de leurs grands-parents, voire même de leurs grands-parents. La seule cohérence qu'il y a dans cette démarche, c'est qu'en 2016, tout comme l'État français a refusé d'appliquer la laïcité en Algérie française, on refuse de l'appliquer lorsqu'il s'agit des citoyens de confession musulmane, sauf pour les exclure de l'école, du travail et peut-être même de l'université. Pour conclure, ce dont on a besoin, ce n'est pas de la formation des imams, mais de la formation de nos ministres à la laïcité et donc à la non-ingérence de l'État dans les affaires cultuelles et religieuses. La formation aux réalités de l'histoire que la colonisation, c'est bien fini et bien entendu une formation à la citoyenneté pour qu'ils comprennent un jour peut-être, Inch'Allah, que les citoyens de confession musulmane sont leurs égaux et pas un groupe qu'ils font continuer de dominer. Merci Yasser, vos commentaires et réactions 01 40 33 9000. Sofiane. Oui, comment ne pas être d'accord avec ce triste constat? Malheureusement, il a tout englobé, Yasser, je le remercie pour pour cet écrit, mais malheureusement, notre situation, elle est entre les mains, malheureusement, de consuls ou de pays étrangers. Tu as cité le Maroc et l'Algérie, mais quand on voit d'autres pays aussi qui s'ingèrent de plus en plus maintenant, les pétromonarchies, telles que l'Arabie Saoudite, le Qatar, malheureusement je ne l'ai pas entendu dans ton exposé, sauf que eux ils influencent. Non, il y a en fait les deux principaux, c'est les deux parce que pour les relations historiques, oui, mais il y a un appétit grandissant. Je pense de par la place de la France en tant que puissance occidentale, et donc l'islam de France est un enjeu de politique étrangère pour beaucoup de pays. Et il y a une hypocrisie de la part de nos hommes politiques, ils disent un État laïque, mais ils veulent s'ingérer d'une manière, au moins qu'ils assument, ils ouvrent un débat global et général, et que ça soit les choses soient claires exactement. Les choses sont claires parce que on va mettre ça sur la place publique pendant un temps, et puis au mois de Ramadan suivant, on fera venir 150 imams, alors qu'il y en a des dizaines qui sont prêts en France à prendre le relais, mais on n'en veut pas. Malheureusement, parce que ils disent pas amen à tout ce que. Et en plus de ça, les autres ils viennent avec des visas et de cartes de séjour qui sont facilement expulsables. Exactement. À partir du moment où ils sont pas dans la même ligne voulue par les hommes politiques. Tu sais, ça rappelle l'audition de François Burgat au Parlement. Il disait en fait, il faut qu'on accepte d'avoir en France des musulmans qui disent non. Ça ne fait pas d'eux des anti-républicains, ça ne fait pas d'eux des dangereux radicaux. Pourquoi est-ce qu'on accepterait qu'un rabbin puisse dire non à un politique ou qu'un prêtre puisse le faire? Et dès qu'il s'agit d'un musulman, ça devient problématique. C'est parce que la relation, déjà, elle est biaisée. On est habitué à des indigènes qu'on a colonisés et dominés. Maintenant, on a des citoyens de seconde zone qu'il faut discipliner et punir. Tout ça, malheureusement. Vos appels au 01 40 33 9000, et je crois que Kamel souhaitait réagir à l'avis tranché de notre ami Sofiane et de la Syrie. Kamel, bonsoir. Vous nous appelez d'où, Kamel? Bonsoir, salam alaikum, je vous appelle de Paris. De Paris, alors on vous écoute, Kamel. Voilà, juste un mot sur la crise, ce qui se passe depuis maintenant 4 ans.
avec les pays arabes, personne qui l'intervienne. C'est-à-dire, ça fait mal à les humains qui meurent tous les jours, comme à Israël, comme à Palestine, et tout ça. C'est la faute à qui? La faute à les Européens, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tout. Voilà. Très bien. En Irak, la Libye, l'Égypte, la Tunisie, et je sais pas, on va aller où, jusqu'à quand? Là, tous les pays arabes, ils vont être détruits complètement, on sait quoi. On n'a pas une seule main, on se réunit tous ensemble, on va régler tous ces problèmes-là. Merci Kamel. Bon, pour votre avis sur la situation donc plus globale, hein, puisque lui il parle de tous les pays arabes. Ouais, il faut faire la différence entre pays arabes et dirigeants arabes. Hein. C'est pas des gens qui sont élus démocratiquement. Je l'ai dit la dernière fois à Ousmane. Et ici, c'est pas des gens qui sont élus. Ils ont pas de compte à rendre à leur population. Au contraire, ils donnent à ceux qui les ont nommés ici, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, les Européens. Quand je parle de ça, c'est les pétromonarchies, certains dirigeants du Maghreb. Malheureusement, il y a la population, c'est pas elle. Et quand cette population se soulève, elle va se jeter dans les bras du premier venant. Et on a vu malheureusement le triste constat en Syrie. Aujourd'hui, ils sont malmenés par tout le monde. Ils sont en train d'être vendus par tout le monde. Hein. C'est de la chair à canon à des intérêts qui les dépassent. Sauf qu'il y a certains pays arabes qui participent aussi à ça. Oui, bien sûr, les intérêts. Les pays arabes, le Qatar voulait remplacer le gaz qatarien, devait remplacer le gaz russe. Vous avez la Turquie qui avait un projet renoué avec l'Empire ottoman. C'est tout à fait légitime. C'est pas la peine de leur en vouloir. Voilà, cherche ses intérêts. Maintenant, c'est au projet arabe, il n'y a pas de projet arabe, si ce n'est de s'auto-détruire, de s'auto-flageller. On a vu le Qatar qui était en fer de lance dans la destruction de la Libye, la Ligue arabe qui était en premier chef pour appeler Cameron et Sarkozy à venir détruire la Libye et de rendre des comptes qui datent de plusieurs années à Muammar Kadhafi. Ils ont fait le nécessaire aussi pour la Syrie, ils ont armé, financé et ils vont payer le prix. Ils viennent d'échouer maintenant dans leur mission. Maintenant, c'est eux qui vont rendre des comptes. Hein. Petite parenthèse, c'est que Sarkozy n'a jamais rendu des comptes pour avoir détruit la Libye et avoir permis à Daesh de s'installer. Mais sauf il y a eu une violation de l'accord qui a été signé au niveau de l'ONU. C'était no-fly zone d'exclusion aérienne. Elle a été violée, mais sauf que l'intervention française et britannique était sous couvert de la Ligue arabe. Ce qui expliquerait que les Russes maintenant ne veulent plus faire confiance. Tout à fait. Il y a un manque de confiance totale et c'est pour ça qu'ils ont utilisé 6 vétos, 5 Russes et 5 Chinois et 6 Russes. C'est une première pour un conflit qui concerne la Syrie. Avant la pub, Abdel est avec nous. Salut Abdel. Oui, bonsoir. Bonsoir Abdel, tu nous appelles d'où? Oui, je me rappelle, je suis en galère dans la voiture, avenue Plaine. Ah, très bien. Pourquoi en galère? Qu'est-ce qui se passe? Les bouchons, on rentre du tard, les bouchons. Eh ben, bon courage à vous. Prends une moto, arrête avec la voiture. Fais comme Yasser, prends la moto. Mais t'arrives toujours à l'heure. Abdel, on va pas commenter. Abdel, vas-y, on t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, je voulais revenir sur votre commentaire. Bon, déjà, je voudrais vous remercier tous de cette belle radio. Je l'écoute souvent, dès que je rentre plus tard, j'aime bien les commentaires que vous faites, les coups de gueule. Et puis voilà, donc bref. Et donc je voulais revenir sur ce qu'il disait sur les États-Unis les États-Unis apparemment ils aident les soi-disant terroristes de Syrie, d'après ce que je sais. Tout à fait, oui. Oui, c'est bon. En fait, j'aimerais savoir c'est quoi leur intérêt. Leur intérêt, il faut revenir aux écrits des néoconservateurs, c'est le remodelage du Moyen-Orient. Eux, ils proposent les choses telles qu'elles sont. Les accords de Sykes-Picot qui datent de 1916, ils arrivent à expiration. Aujourd'hui, l'hégémonie russe, britannique et française qui avait il y a un siècle, ce n'est plus la question aujourd'hui. Les Américains voulaient remodeler selon leur guise pour aller s'occuper après de l'Empire chinois. Maintenant, pour remodeler le Moyen-Orient, il fallait bien s'appuyer sur des alliés. Et les alliés qu'ils ont dans le passé, Al-Qaïda, c'est une création américaine. Il faut lire le grand échiquier de Zebio Brzezinski en 1997, où il explique clairement comment ils ont créé cette organisation et qui a été utilisée pour déstabiliser tous les pays qui ne s'aligneront pas. Tous ceux qui disent non à l'hégémonie américaine, ils vont être déstabilisés. Et vous avez une intervention, vous pouvez taper sur Internet, du général Wesley Clark, qui est l'ancien général-major de l'OTAN, qui l'écrit depuis le 11 septembre 2001. Il a eu 7 pays à préparer pour les envahir. Comme par hasard, c'était des pays comme l'Irak, la Syrie, la Libye, la Somalie, le Soudan.
Certains ont été divisés, d'autres ils ont été complètement désertés. Il y a même aussi un projet pour l'Arabie Saoudite pour couper une zone tout à fait. plus riche. Ça, on revient avec Bernard Lewis pour avoir un Vatican musulman, c'est-à-dire de mettre la Mecque et Médine sous autorité et créer un nouveau Vatican II pour l'islam qui soit bien dirigé, c'est-à-dire une papauté à l'islam. Ce qui existe dans le chiisme, qui n'existe pas dans le monde sunnite. Très bien. Voilà Abdel pour votre réponse à votre question, mon cher ami. Merci, vous m'avez répondu à peu près, on va dire. À peu près. Maintenant, s'il y a des détails, maintenant, il faut savoir que le terrorisme, il a été déjà utilisé par le passé dans l'Afghanistan pour lutter contre le communisme, et aujourd'hui, il a été utilisé pour lutter contre toute résistance pour l'Empire américain. Et tout cela devait finir avec des théocraties et une épuration complètement de toutes les minorités qui existent dans le Moyen-Orient pour en finir avec un État juif d'Israël. Pourquoi pas dans les frontières du Grand Israël. Voilà Abdel, merci en tout cas de ton appel et continue de nous écouter. J'ai la pub là, malheureusement on y va tout de suite et on parle de la Turquie parce qu'il se passe des choses quand même en Turquie. Il avait pourtant promis de débarrasser le pays du terrorisme, Erdogan. Sauf que le terrorisme a encore frappé ce week-end. Le grand forum sur France Maghreb de LGF jusqu'à 18h30 avec Yasser Louati et Sofiane Lakdari aujourd'hui avec nous pour commenter l'actualité avec nous au 01 40 33 9000. Nous sommes le 12 décembre, messieurs. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le Mawlud Nabawi Sharif. Ouais. Alors, je vois que sur Internet ça se déchaîne sur ceux qui effectivement le célèbrent et ceux qui ne le célèbrent pas et qui disent au contraire que c'est que ça ne se fête pas, c'est une bid'a, absolument. Donc voilà, il y a ces deux tendances en tout cas qui je vais pas dire qu'ils s'affrontent, mais à coup d'arguments donc envoient des messages dans ce sens, quoi qu'il en soit. Donc est-ce qu'il y a besoin de célébrer le Mawlud de Nabawi Sharif? Je sais pas, moi je me pose la question, est-ce que à titre personnel vous le fêtez vous? Moi personnellement oui. Moi je réponds jamais aux questions religieuses, mais enfin moi je trouve que voilà, c'est tous les ans c'est les mêmes débats qui reviennent encore et encore. Je veux dire, bon... Les choses qui nous rassemblaient, les fêtes qui nous rassemblaient, maintenant encore ne cessent de nous diviser. Pour citer Atem Bazian qui est prof à la fac de Berkeley, qui était à Paris là ce week-end, il me disait les musulmans ils en sont encore en train de chercher à comprendre ce qui s'est passé entre Ali et Muawiyah, alors que le bateau est en train de couler et qu'ils sont dominés dans leurs pays respectifs. Ouais, tout à fait. Ouais. En tout cas, bon. Revoyez un petit peu vos priorités, s'il vous plaît. Ceux et celles qui le souhaitent, une bonne fête donc à Eid Mawlud Nabawi Sharif. En ce 12 décembre, c'est en tout cas par exemple en Algérie, en Maroc, en Tunisie, c'est une grande fête. Hein. C'est jour férié, je crois en Algérie. Tout à fait. Je pense aussi dans les autres pays. Quoi qu'il en soit, c'est célébré avec d'ailleurs un appel au calme par les autorités algériennes sur l'utilisation des pétards à outrance à l'occasion de ce jour de l'Aïd Mawlud. Tu confirmes catastrophique? Ouais, des milliards sont importés pour des pétards. En fait, le Mawlud Nabawi avec des pétards, c'est vraiment, il y a rien à dire. Ouais. Bon, et bien voilà, si vous voulez nous en parler aussi, 01 40 33 9000. Mais moi je voulais vous parler, donc messieurs, depuis tout à l'heure, de ce que monsieur Erdogan promettait. Il promettait de débarrasser son peuple du terrorisme. Erdogan, donc le président turc, samedi soir, le cœur d'Istanbul, vous le savez, a été frappé par un double attentat. 44 personnes ont été tuées selon un dernier bilan, en majorité des policiers. Une attaque revendiquée par le groupe des Faucons pour la liberté du Kurdistan, proche du PKK. Donc la représaille n'a évidemment pas tardé. Opération antiterroriste cette nuit à travers tout le pays. Une centaine d'arrestations dans les rangs du parti pro-kurde HDP. Si ces opérations sont fréquentes, les autorités turques trouvent dans les attentats de samedi un argument supplémentaire peut-être pour justifier les arrestations dans les milieux politiques kurdes. Sofiane. Oui, quand on voit maintenant la Turquie d'il y a 10 ans et la Turquie d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. La politique qui a été menée par Ahmed Daoudoglu, c'est les zéro problème avec les voisins. Il a pu développer un grand pays. Économiquement, il est devenu un 17e puissance économique, développement au niveau politique. Mais là, depuis des années, depuis ce début de désastre arabe, on a vu une implication malheureuse de la Turquie dans des conflits, et surtout la Syrie, où elle a utilisé certains groupes afin de déstabiliser la Syrie. Sauf que la Syrie n'est pas tombée. Maintenant, il y a des répercussions.
et les ennemis de la Turquie utilisent tous les moyens pour la déstabiliser. Aujourd'hui, au sein même de la Turquie, se retrouve opposé à Fethullah Gülen, qui est un ancien allié, c'est son ancien frère. Il était, à ce qui paraît, derrière le coup d'État. Vous avez les opposés aux kamélistes avec les laïcs et les opposés aux Kurdes. Et vraiment, ils se retrouvent. La Turquie, elle devient une poudrière aujourd'hui. On espère qu'il s'en sortira en faisant des concessions sur la guerre en Syrie. Yasser, un petit mot là-dessus. Mais écoute, moi j'ai l'impression que d'abord pour réagir sur l'attentat en tant que tel. Ouais. C'est qu'on voit en fait l'hypocrisie occidentale en ce qui concerne le terrorisme, c'est qu'on n'a pas l'impression que les gens sautent sur l'occasion pour dénoncer le terrorisme en tant que tel. Et c'est toujours en fait minimisé. Donc le traitement de l'information, bon de toute façon on l'a vu avec le coup d'État, donc pendant 3 heures blackout, rien, personne n'en parle, on parle de tout et de rien, et surtout pas de ce qui se passait là-bas. Bon, c'est quand même un coup d'État. Par contre, on a fait le service après-vente pour critiquer Erdogan sur la répression qui a suivi, d'ailleurs qui a atteint des proportions quand même inquiétantes. Mais là, sur la question du terrorisme, on parle quand même d'un attentat qui est ciblé, 30 morts ou 44 morts aux dernières nouvelles. Dont une trentaine de policiers. Et donc là, je veux dire, on voit pas l'Occident se lever pour venir soutenir la Turquie, à croire que lorsque le terrorisme ne frappe pas un pays occidental, c'est pas du terrorisme en fait. C'est un événement lambda, c'est de la violence, et puis de toute façon ça ne concerne pas. Donc ça serait bien en fait, comme les gens se sentent concernés lorsqu'il y a un attentat, il y a juste titre, à Orlando, ou en Californie, ou en Angleterre, ou ailleurs, qu'ils se dressent un peu lorsque le terrorisme frappe des pays à majorité musulmane. Ouais. Et on voit même l'hypocrisie en France. Je veux dire, il y a eu un massacre dans une église copte en Égypte. En Égypte. Je veux dire, il y a une photo qui vous déchire le cœur. Vous avez une bonne sœur qui est en train d'essuyer ses larmes face à son église qui est détruite. Sauf que là, en fait, on va s'indigner parce que des chrétiens ont été touchés en Égypte, mais on va absolument pas, on va pas s'indigner tout autant lorsque des civils sont touchés, par exemple en Turquie. Je veux dire, ou au Nigeria, quasiment la presse française a fait carrément motus et bouche cousue. Ou en Somalie, par exemple, ou en Somalie. Je veux dire, ça a pété à tout va dimanche. Ça confirme malheureusement que le démantèlement du Moyen-Orient, y compris la Turquie, fait partie du plan de démantèlement. Aujourd'hui, si les ennemis de la Turquie vont la voir divisée entre un État kurde, un État lévi, etc., c'est bien pour les ennemis de la Turquie. Alors sur la répression en tant que telle, non seulement le parti HDP donc a été visé par les opérations de la nuit dernière, mais l'aviation turque a également frappé, notamment dans le nord de l'Irak, en visant donc des positions supposées. Ouais, normalement moi je pense que la prochaine bataille d'Erdogan, je vais revenir sur un accord qui a été conclu le 9 août à Saint-Pétersbourg avec Erdogan et la Russie de Poutine, où on voit que l'ennemi de Erdogan aujourd'hui pour l'intégrité territoriale de la Turquie, c'est bien l'IPG et le PKK. Et du coup, il est parti signer un accord avec Vladimir Poutine que maintenant il l'a mis devant le fait accompli, soit Bachar al-Assad, soit les Kurdes. Vous pouvez pas, monsieur Erdogan, lutter contre les Kurdes et contre Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, on sait pertinemment qu'il a voulu créer ou donner une autorité au nord de la Syrie afin de déstabiliser par la suite la Turquie. Aujourd'hui, la Turquie est en train de mener une bataille au nord de la Syrie afin de couper la liaison entre les différentes villes au nord de Qamishli, Kobane et d'Azez. Et là, pour cela, monsieur Erdogan et son armée est en train de prendre territoire après territoire, tout en consolidant, en travaillant avec les Russes et l'armée syrienne indirectement, c'est-à-dire les Russes sont au milieu avec les Iraniens, parce qu'il y a une très forte alliance d'échange économique entre l'Iran et la Turquie, presque 30 milliards de dollars par an. Ils ont d'excellents, même avec la crise syrienne, ils continuent à commercer. Vous avez la Turquie aujourd'hui qui va intervenir de plus en plus au nord de la Syrie. La prochaine bataille qui s'annonce, c'est à la ville d'Elbeb, qui va être la porte d'entrée pour la ville de Manbij. Manbij, elle est entre les mains du PKK et du IPG. Et aujourd'hui, Erdogan, il veut absolument récupérer cette ville afin de couper toute continuité territoriale au nord de la Syrie. Voilà. Est-ce que Erdogan joue un jeu trouble, messieurs? Pourquoi? Parce que par rapport à tout ce que tu viens d'exposer, Sofiane, par rapport aussi aux intentions d'Erdogan en Syrie, et aussi par rapport à cette réconciliation, cette paix retrouvée visiblement avec Israël. Moi, je pense, non, en parlant, Israël, c'est des échanges économiques. Moi, j'ai pas envie de repolémiquer sur ça.
Voilà, c'est un homme qui travaille pour l'intérêt de son pays. Les gens ne s'offusquent pas. Il reconnaît l'État d'Israël. Ils échangent avec eux. Maintenant, il a quand même abandonné la plainte déposée par rapport. Sauf que les relations militaires et services secrets, elles étaient au top, hein, malgré ce froid diplomatique au niveau militaire et au niveau renseignement, c'était toujours au top. Erdogan joue-t-il un jeu trouble? Est-ce qu'il y a un chef d'État qui ne joue pas un jeu trouble? Voilà, tout à fait. Pourquoi? Pour faire un procès à Erdogan, il est en train de défendre son pays. Moi, ce que je critique Erdogan, qui était un exemple pour beaucoup par ses positions et par sa réussite économique, mais malheureusement, quand il s'est impliqué directement en guerre en Syrie, pas pour être un pan dans la réconciliation entre Syriens, mais pour la destruction de la Syrie, afin de récupérer. Maintenant, on voit qu'il a reculé. On le voit, l'exemple même, c'est de la ville de Halab. Lui qui ne voulait pas de la ville, ou voulait absolument annexer la ville de Halab, qui est, voilà, il a parlé de l'Empire ottoman, qu'elle faisait partie, etc., comme la ville d'El-Mosul, en Irak. On voit bien qu'il a fait un rétropédalage. Est-ce que ce rétropédalage n'aboutira pas à une confrontation directe avec l'armée syrienne? On ne le sait pas. Est-ce que les Américains vont le laisser faire ce qu'il veut en Syrie? On ne le sait pas. Mais sauf qu'il y a un accord aujourd'hui entre les Russes et Erdogan. Depuis le 9 août, il y a un accord qui est secret et qui est en train de se révéler jour après jour. Moi, je pense, à mon avis, que la Turquie prend le bon chemin parce qu'elle a vu que son intégrité territoriale, elle était en jeu, et ce n'est, voilà. Et en plus de ça, il faut rappeler qu'il y a un accord russo-turc pour le Turk Stream. C'est que la Russie va ramener par la mer Noire et par la Turquie l'alimentation du gaz européen. Et il y a le 10 décembre, il y a un accord entre le Qatar et la Russie sur une société, la deuxième société de production russe que vient d'être vendue à hauteur de 20% pour les Qatariens. Et du coup, le Qatar pourra alimenter l'Europe par le biais du Turk Stream de la Turquie. C'est pour vous dire qu'au niveau turco-qatarien, c'est l'alliance. Ils ont trouvé un accord avec les Russes. Maintenant, il suffit de voir l'Europe et les Américains, leur positionnement concernant cet accord. Très bien, très intéressant en tout cas ces infos. Puisque tu parlais d'Alep, annoncé depuis des jours, la chute d'Alep semble désormais imminente, hein, en s'emparant du dernier grand quartier encore contrôlé par les rebelles syriens, ou supposés rebelles, à l'est de la ville. Les troupes de Bachar al-Assad détiennent désormais 90% des secteurs qui étaient aux mains des insurgés depuis 2012. Sur cette reprise d'Alep, c'est une bonne chose? Après, ouais, on va laisser Yasser. Moi, personnellement, je suis satisfait parce que maintenant, on va voir le projet politique. Est-ce qu'il y aura une exclusion des populations locales? Est-ce qu'il y aura un génocide comme on nous l'a annoncé? Maintenant, il reste 7 à 8 000 combattants. Il y a des négociations, certains qui iront vers Idlib, d'autres au nord de la Turquie. Maintenant, au niveau des populations locales, on a vu presque 60 000 à 80 000 selon l'OSDH disait qu'ils sont partis vers Halab Ouest, c'est-à-dire au niveau du gouvernement syrien. Bonne chose, Yasser. Il y a déjà un génocide depuis plusieurs années. Donc depuis 5 ans, malheureusement, c'est une guerre. On en a combien de centaines de milliers de morts là? Ils se parlent de 300 à 400 000 morts, parmi eux 90 000 soldats. Donc Bachar qui revient marcher sur Alep après en avoir massacré 400 000, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les Syriens non plus. Maintenant, c'était Halab-Est qui était entre les mains de terroristes. Est-ce qu'on va laisser les terroristes... Attends, c'est très intéressant ce que dit Yasser. Est-ce que toi tu dis, Yasser, donc si j'ai bien compris, que les 400 000 morts donc en Syrie sont de la responsabilité unique de Bachar al-Assad? Non, il y a eu 400 000 morts sur l'échiquier des relations entre les États-Unis, les Russes, les Turcs, les Qataris, les Saoudiens, etc. Oui. Sauf que maintenant, faire revenir Bachar el-Assad pour qu'il reprenne la ville, demain il y aura quoi? Je veux dire, est-ce que les Syriens vont avaler la couleuvre et dire on reprend à zéro et tout va bien dans le mien et de vies qui ont été détruites? C'est pas, on parle de 300 à 400 000 morts. Ouais. Et donc on parle de 130 pays qui se sont rassemblés pour une guerre contre la Syrie. 130 pays qui ont décidé de finir avec Bachar el-Assad. Voilà. Quand on voit les intérêts économiques qui sont en jeu, je pense que c'est pas pour la démocratisation de la Syrie, de ces gens-là. Voilà. Il y a un projet économique, il y a un échiquier qui est en train de se mettre en place pour les 50 prochaines années. Ils ont essayé de jouer un jeu, d'en finir avec la Syrie, de la mettre entre les mains d'un pays ou des. Mais parce que c'était aussi qu'ils voulaient écarter les Russes. Donc ils se sont dit, on peut le faire en mettant à l'écart les Russes ayant oublié ce qui s'était passé en Libye. Donc ils se sont dit, c'est ça. On n'a qu'un port dans les eaux chaudes, donc on va sûrement pas laisser faire. Pardon, la question qui se pose, c'est si les intérêts russes avaient été protégés, garantis après la chute de Assad, est-ce que l'issue n'aurait pas été différente? Mais voilà, la guerre elle a été menée pour détruire et finir avec la politique. L'arrogance de l'Occident a fait que
ce sont les Syriens qui ont payé la facture. Malheureusement, c'est une guerre mondiale qui a été faite dans cette région, en Syrie, par les pro-russes et pro-américains. Non, mais je veux dire d'accord, oui. C'est une guerre, qui a mobilisé plusieurs pays, mais l'Occident, dans son arrogance, s'est dit, on va dégager les Russes. Tout à fait. Et donc, on va mettre le grappin sur la Syrie. Voilà. Et donc, je pense qu'ils ont dû sous-estimer la détermination de Poutine de protéger ses intérêts. Et donc, encore une fois. Oui, parce que rappelons, il protège ses intérêts en Syrie, hein. Ah, mais tout le monde protège ses intérêts. Je pense pas que ce soit par amour pour Bachar. Sauf que les intérêts menaçaient les Occidentaux menaçaient les intérêts russes. Ouais. Bachar a compris la combine. On va protéger vos intérêts. Et donc, votre accès aux mers chaudes. Et ça, on l'a depuis 2008, hein. On le sait depuis 2008, lorsqu'il y a eu la proposition d'un gaz qatarien qui passait par la Syrie pour aller vers la Turquie, et que la Turquie est le robinet du gaz européen, et finir avec le Gazprom et le gaz russe. On sait aujourd'hui que 50% des dépenses, de la dépendance européenne dépend du gaz russe, 50 à 60% du gaz européen vient de la Russie. Et qu'il avait coupé les vannes. C'est un moyen de pression. Et pour le contenir la Russie dans son endroit, dans son coin, il fallait absolument couper ce moyen de pression qu'a la Russie envers l'Europe. Ouais. Alors sur l'autre front, donc de cette guerre en Syrie, Palmyre, où là en revanche l'armée de l'armée libre syrienne enregistre un revers visiblement, puisque samedi les combattants du groupe Daesh se sont une nouvelle fois, visiblement, parce que là il y a beaucoup d'intox là-dessus, emparé de la cité antique, quelques heures seulement donc avant de battre en retrait sur le pilonnage de l'aviation russe, mais c'était finalement pour mieux revenir, hein, apparemment la ville de Palmyre, elle est que symbolique. Au niveau stratégique, elle a pas beaucoup c'est pas une ville, c'est un Samban, c'est dans un Sahara. Moi je pense que les Américains et ceux qui sont derrière l'État islamique, ils voulaient absolument détourner l'attention et pousser l'armée syrienne à aller vers le côté de Palmyre et non pas au nord, parce que la prochaine bataille après Halab, ça sera la ville de Idlib, où elle regroupe plus de 50 000 combattants de l'État de Nusra, pardon. Pour finir avec Raqqa. Raqqa, ça va être le Berlin, c'est-à-dire toutes les forces qui sont en train de se battre dans cette région, malheureusement. On le dit avec amertume, hein. Il y a les Kurdes, il y a les Turcs, il y a les Syriens, il y a les Iraniens, il y a les pays occidentaux. Ce regroupement dans la ville de Raqqa, moi je pense que la ville de Raqqa sera le dernier bastion de cette guerre après avoir mis tout à table et tout partagé entre eux. On va prendre l'avis du docteur syrien qui est avec nous. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir. Donc, je vais faire vite. Je vous ai écouté. Bonjour, mes amis. Bonjour, Monsieur Soufiane. Voilà, donc, on va faire court. Bon, c'est dommage que là, c'est pour les Syriens. Donc, juste un avis. Est-ce que vous avez entendu à l'ONU les Arabes qui ont déposé une plainte contre la Syrie il y a 4-5 jours? Il y a eu un veto russe ou chinois. Voilà, non, c'est le veto russo-chinois, c'est au Conseil de sécurité, c'est comme pour tout, c'est là, ça donne blocage. Bon, à l'ONU... C'était l'Égypte, non, qui avait fait la proposition? Voilà, c'est Qatar, la Turquie, je pense, l'Europe occidentale. Il y a eu 120 contre Damas, et il y a 33 abstentions, et 13 pour Damas. Donc, pour Damas, hein. Et je fais vite. Bon, les 5 pays sont abstenus, pas de moins, l'Égypte, n'ont pas voté pour Qatar, donc ça encore, l'Égypte, l'Irak, je fais vite, l'Algérie, et 4e, je pense, le Soudan, quelque chose comme ça, j'ai pas, je pense pas le Soudan. Le gros des Arabes, de 150 millions étaient abstention, donc ça vous dit loin et long sur la fin de tout le mythe arabe, malheureusement, ça c'est par rapport, donc ça à l'ONU, hein, ils sont lavés le linge ensemble. Ça, alors revenons à la Turquie voulait toujours, on en a parlé depuis longtemps, sur France Maghreb depuis 6 ans, occuper le nord de la Syrie depuis les années 50. Et ils ont échoué grâce, à Gamal Abdel Nasser en 58, Monsieur Soufiane, si vous suivez les événements historiques, qui a envoyé les parachutistes pour bloquer les Turcs, et plus Gromyko, à l'époque Loutchev qui est venu. Et puis il faut voir, c'est dans l'air, parce que je fais encore court et vite, il y a 3-4 jours, le professeur Anselme, il a dit la Syrie était bousculée, ce que j'avais dit ici, à France Maghreb 2, entre les mains des Russes depuis le départ des Français, depuis 47-53. Donc c'est pas d'hier, cette alliance. Et la Syrie, c'est stratégique.
c'est stratégique. C'est-à-dire, par contre, on va finir, malheureusement, les Syriens payent cher, parce qu'eux-mêmes sont divisés. Par exemple, le nord syrien, il y a les Arméniens, personne n'en parle. Ils attendent l'arrivée à Alep, ouest des Turcs, pour leur faire la grande fête. Ça, c'est connu, on l'a dit. Les Kurdes, actuellement, ils ont joué trouble fête, ils le paient cher, malheureusement. C'est les perdants, encore une fois. Voilà, et Bachar, de toute façon, les Kurdes, Barazani, de l'Irak sont en forfait. Il a démissionné et c'est la fin de leur mythe depuis une semaine. Et en Syrie, c'est communiste. C'est communiste. C'est pour cela que les Russes ne veulent pas trop les aider parce qu'il est orthodoxe, Monsieur Poutine. Là, c'est pour les connaissances des gens, là, de ce qui se passe. Donc, PKK, tout ça. Et les Syriens, le régime a donné 3 millions de cartes d'identité à des Kurdes qui sont ramassés il y a 6 ans, qui sont arrivés d'Iran, d'Irak, tout ça, pour rendre les clés, pour rendre les cartes, donner les cartes à Erdogan qui est en fin de règne, hein. Dommage pour l'attentat, on est contre, bien évidemment, parce qu'il faut pas que les civils ou les villes en paient, mais c'est l'arroseur arrosé. Mais c'est l'échec des pays du Golfe, de nouveau, c'est l'échec de la Ligue arabe, et c'est l'échec des Syriens en premier, malheureusement. Et je reviens vite pour Raqqa, et on en a parlé avec M. Tariq Mami. Il y a une année, rappelez-vous, M. Christophe, c'est comme Berlin. Je vous félicite, M. Soufiane, pour votre analyse. Ça va être Raqqa Est, Raqqa Ouest. Tout à fait. Et c'est divisé, et j'arrive là, un deal entre les Américains et les Russes, et qui est très bien, ils s'en foutent. Et le régime syrien, et les Russes de Palmyre, malheureusement, pour l'UNESCO, c'est la partie américaine. C'est la partie américaine qui va aller englober la partie ouest irakien. C'est ça qui explique comme il a donné le dernier, il est mort, ça qui explique il y a d'autres accords, et la Syrie utile, c'est la Syrie utile d'Alep et de Idlib. Aujourd'hui, le régime, il a les 5 plus grandes villes de Syrie. Hama, Homs, Dimashq, voilà, le truc, voilà, il a tout repris ça, toutes ça les va grandes villes. être pour et au fait, tout ça, c'est le Hilal Khassib, monsieur Soufiane. Vous allez le traduire tout à l'heure vite fait. C'est le croissant fertile. C'est l'inverse de croissant, malheureusement, des musulmans, parce qu'on confessionnalise tout. C'est une idée anglaise, au fait. C'est une idée britannique. Mais qu'est-ce que vous en pensez, docteur, sur le retour de l'Angleterre sur le Conseil des pays du Golfe? Il s'est réuni cette semaine. Et il y avait Theresa May comme présente, elle était présente. Est-ce que c'est le retour de l'Angleterre? Ah, c'est parce qu'ils les ont laissés, peut-être les Américains. Ah, c'est fini. C'est les Britanniques, quand ils ont fait leur Brexit, enfin ça, c'est un autre sujet. Ils sont forts, c'est-à-dire entre Dubaï, Abu Dhabi et tous ces pays. Comme malheureusement, eux, de toute façon, ils sont pas rentrés. Si vous avez remarqué, Monsieur Soufiane, Docteur Soufiane, non, ils sont pas mêlés, les Anglais, avec l'affaire syrienne. Ils savaient que c'était trop dur pour eux, économiquement, et il n'y a pas de bénéfice. Maintenant, ils disent aux pays du Golfe, vous êtes abandonnés par les Américains. Les Russes, vous êtes obligés de faire des accords avec eux, ils retournent. Ça y est, c'est de nouveau, c'est des départements britanniques. Merci, docteur, pour votre analyse, en tout cas, sur la situation de votre pays. Dans un instant, avant de passer au coup de cœur, on va parler de l'Égypte, parce que il faut qu'on en parle. Et on va aussi parler du Nigeria, qui a été le malheureux absent de la sphère médiatique française ce week-end. Et pourtant, une nouvelle fois, le terrorisme a frappé au Nigeria, avec ces 2 jeunes filles qui se sont fait exploser en plein cœur d'un marché au Nigeria. Tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. J'ai 3 sujets pour vous en même pas 5 minutes, sans oublier vos coups de cœur. Donc il va falloir faire vite pour parler notamment de l'Égypte, bien sûr, des vitres soufflées, des poutres à terre et des amas de gravats. Image impressionnante de l'église copte de Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire en Égypte, frappée donc hier par un attentat qui a fait 24 morts. La communauté chrétienne n'avait pas été victime d'une attaque si meurtrière en Égypte depuis 5 ans, attaque qui n'a toujours pas été revendiquée. Les funérailles ont lieu d'ailleurs aujourd'hui. Un petit mot là-dessus, ces images d'horreur absolument. À qui profite le crime. Ouais.
Là, qui ça profite tout ça. Mais moi, je préfère dire, voilà, des morts égyptiens, ils n'ont pas précisé leur confession. C'est des Égyptiens, malheureusement. Tu as raison. C'est souvent en France qu'on fait ça. C'est ça. Tu as raison. On aime bien pour moi, comme on a politisé la question des chrétiens d'Orient. Moi, j'ai vécu en Algérie, on ne faisait jamais la différence entre un intellectuel ou un acteur égyptien, est-ce qu'il était copte, musulman. Maintenant, malheureusement, on est de nos jours en train de vérifier la religion de tel ou tel. C'est un Égyptien. Le Nigeria, le grand absent pourtant, le week-end a été dur quand même, hein, beaucoup d'attentats donc au Nigeria, en Égypte, en Turquie. Le Nigeria quasiment absent des chaînes d'infos, par exemple, ou des JT du 20h. C'est normal, ça? Ben, c'est comme Boko Haram, les Africains. Jean-Michel Barré, en fait, on s'indigne au kilomètre, mais non, c'est par rapport à la couleur de peau. Une condamnation à géométrie variable. En fait, voilà, c'est plus la couleur de peau est sombre, moins ça compte. Donc, ouais. Et puis, juste en un mot, messieurs, sur Macron qui commence à paralyser un petit peu certains membres du PS. Il se murmure que Ségolène Royal pourrait soutenir Macron. Macron sera peut-être le microbe des valsistes et des ceux qui participent à la primaire. Bon, je vais en profiter d'abord à tous les naïfs qui pensaient que parce que Macron n'a pas tapé sur les musulmans jusqu'ici, que c'était le choix par défaut. Eh ben, il vous a montré que non, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'il n'a pas tapé sur les musulmans pendant quelque temps que ça fait de lui le bon candidat. La question qui nous concerne tous, c'est bien sûr la question d'islamophobie, mais aussi les questions politiques, socio-économiques et institutionnelles, et quel projet est là pour la France. Donc, faut pas être égoïste. Donc, il a fait du copé avec sa question de maquillage et du mois de Ramadan. Maintenant que Macron soit le parasite de Valls, entre nous, sur le programme économique de Valls ou de Macron. Ou de Fillon, c'est des ou de Fillon. Ouais. Sauf que Fillon, il est quand même plus extrême. Lui, c'est carrément, il carbure à Larissa, on dirait. Mais, par contre, entre Valls et Fillon sur les questions socio-économiques, où est la différence? C'est qu'une question de personnalité. Tout à fait. Il y en a un, c'est un hyper nerveux. L'autre est jeune, il a bien réussi Mais quelle drogue il prend? Vous pensez qu'il prend de la drogue? Parce que, il était complètement Non, il s'attendait pas à un tel nombre de personnes qui sont venues. Je pense que c'était un petit peu. Mais pour revoir les images les 15 secondes, des 15 dernières secondes de son meeting. Mais pour moi, pour reprendre les propos de Villepin, c'est une start-up de la politique et il est dans l'intérêt, de son intérêt aujourd'hui de produire et d'innover pour qu'il puisse avancer, parce que pour le moment, il n'a pas avancé de grandes choses, de révolution. Mais qui a avancé, veut dire, même Mélenchon qui s'est présenté il y a plusieurs mois, il s'est présenté, mais on savait pas c'est quoi son programme. Donc pour lui qui reproche de la politique faite sur le casting des petites starlettes et des petites stars, écoute, il a toujours fait pareil. Donc c'est quoi Macron, c'est quoi Valls, c'est quoi les autres? Coup de cœur, c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Tiens, on va commencer par toi, Yasser, mon ami. Alors le coup de cœur, c'est encore une fois sur l'initiative du site internet qui s'appelle Change, qui sont en train quand même, bon gré mal gré, de s'activer. Change, c'est le site des pétitions en ligne qui reste quand même mobilisé sur les différentes questions de projets de société progressistes et inclusifs. Donc oui, c'est vrai qu'on connaît Change de par les pétitions qu'on fait signer gratuitement, mais il y a aussi une équipe qui travaille derrière et qui reste elle-même mobilisée, et c'est une toute petite équipe, et je leur dis salut les gars. Très bien, eh bien le salut est transmis. Sofiane, ton coup de cœur? Moi, c'est la phrase de Villepin et la réponse qu'il a donnée à Éric Zemmour dans son émission de ce jeudi, où il parlait de crever les abcès, c'est-à-dire un appel direct à une guerre sunnite-chiite de la part de Zemmour, où monsieur de Villepin lui disait crever les abcès tant que c'est pas vous qui payez l'addition. On écoute l'extrait. Dans cette région, je le dis, pourquoi pas un fonds du pétrole et du gaz qui permettrait de partager un certain nombre de ressources au bénéfice des pays les plus menacés. Ça va faire plaisir à l'Arabie Saoudite, ça, tiens. Mais bien sûr, mais il serait temps que chacun prenne ses responsabilités dans cette région. Ils ont intérêt peut-être d'ailleurs. Au-delà de ces foyers de crise ouverts, comme le Moyen-Orient ou l'Afrique, il y a ces deux zones sensibles qui relèvent aujourd'hui d'un traitement d'urgence. L'Europe centrale et en liaison avec la Russie, et une fois de plus la situation en mer de Chine, où je crois qu'il faut prendre en compte cette montée des risques, sans oublier bien sûr la question importante de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Il y a là deux pays qui ne travaillent pas ensemble, qui ne se parlent pas, dans une région sensible. J'admire votre art de la litote. Qui ne travaillent pas ensemble, ça. C'est pour vous Parce qu'ils travaillent ensemble, ils se tapent dessus. Vous voyez, là vous réagissez, vous vous dites tiens, il faudrait peut-être faire quelque chose. Vous voyez, monsieur Zemmour, on peut peut-être faire quelque chose de vous. Je ne désespère pas complètement. Pour qu'ils se tapent dessus, je ne suis pas contre. Qu'ils se tapent dessus. Mais monsieur Zemmour, ça ne me gêne pas. Qu'ils règlent ça sur le prix. Dessus, ce sera. Mais n'oublions pas, nous sommes dans un. Mais nous serons en première loge et nous en paierons le prix. Et ça ne vous gêne pas non plus. Non, mais écoutez. Bien heureux. Bien heureux, monsieur Zemmour. Moi, je pense qu'il faut crever les abcès.
On n'a pas la même stratégie. Je respecte la vôtre. Crever les abcès tant que c'est pas vous qui payez l'addition. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Crever les abcès tant que c'est pas vous qui payez l'addition. Mais ça montre l'ignorance du personnage. Non, il est payé pour ça. Il travaille pour ça. Oui, il est Ce payé. Monsieur, il paye pour la guerre civile en France. Il est payé pour dire n'importe quoi, pour vraiment dire. Il a même été jusqu'à commenter les matchs de la Coupe du Monde, que les joueurs néerlandais noirs se faisaient des passes entre eux et excluaient les joueurs blancs. Donc ça montre vraiment, comme disait Shlomo Sand, la mort de l'intellectuel français. En fait, les conversations de bistrot sont devenues à chaque fois, grâce à ces polémistes grassement payés, des débats nationaux. On n'a vraiment aucun respect pour les auditeurs qu'on continue d'infantiliser, mais en même temps, il pousse à la guerre. S'ils sont prêts à écouter, il est travaillé pour ça. Et lui, il pousse à la guerre ici, guerre civile et guerre sunnite-chiite. Pourquoi pas? Parce que quand on voit par exemple BHL le jour de son intervention en Libye, il a dit j'ai intervenu comme un juif pour l'intérêt d'Israël. Au CRIF. Aujourd'hui, Zemmour pousse à une guerre civile en France. Et il faut pas l'ignorer. C'est un monsieur qui est écouté par toute l'extrême droite, la plus droite. Donc, quand Hannah Arendt dit dans l'impérialisme que le racisme français fantasme sans arrêt sur la guerre civile, Anna a encore raison. Malheureusement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Sofiane, à très vite. Yasser également. Très bientôt, j'espère. À très bientôt. Oui, j'espère, moi aussi. Mais à l'heure, la prochaine fois, Yasser. Oh. Les bouchons. Ils ont bon dos, les bouchons. Exact. Tiens, les bouchons. Je t'ai pas demandé. Je sais que t'es un amateur de foot, Yasser. Ah, ça va. Le tirage de la Ligue des Champions, t'en penses quoi? C'est jouable ou pas pour le PSG? J'espère que non. Ah bon? J'espère que non, d'accord. Moi c'est l'OM. Et pour Monaco, et Manchester City? Ça va être chaud. Et Manchester United pour Saint-Etienne? Oh là là. Ouais, en Europa League là. Ouais, pour les deux Algériens, pour Leicester, ils sont tombés face à FC Séville, ça va, ça peut jouer. Pour Mahrez et Slimani. Séville, attention. Hein. Ouais, mais ça va. Ils ont pu éviter le Bayern. Et votre pronostic, messieurs, sur le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo? Ronaldo, ouais. Il a été mouillé par les Footleaks, donc là c'est au moins qu'il ait une bonne nouvelle, quoi. Il le mérite, d'après vous? Au niveau du jeu, ah oui, absolument. Ouais, d'accord. On est d'accord. Merci messieurs, à très vite. Et il est 18h02. Le rappel de l'actualité de ce lundi soir avant la suite du Grand Forum sur France Maghreb 2, c'est avec Marine Garel que nous avons rendez-vous. Bonsoir Marine.